Je suis dans les studios d'Omani Records à Montreuil avec Émilie, podcasteuse montreuilloise. Alors Émilie, elle a fait un podcast, une série de podcasts, de 3 podcasts sur son jardin partagé avec ses voisins. On va en parler un petit peu, puis on va vous les diffuser dans cette émission spéciale Vue d'ici qui va durer 1 heure. Donc c'est 3 podcasts et on va en parler tout de suite avec Émilie. Bonjour Franck. Bonjour Émilie, ça va ? Ça va très bien, merci de me recevoir. Alors en quelques mots, tu peux te décrire et ce que tu fais ? Oui, avec plaisir. Je suis Émilie, 35 ans, j'habite à Montreuil depuis une dizaine d'années et dans le bas Montreuil vers Robespierre depuis 2013 à peu près, dans un immeuble qui m'a semblé et qui nous semble à tous, je pense, assez particulier avec une âme particulière. C'est un immeuble qui a une centaine d'années, je pense, et qui a pour particularité surtout d'avoir un jardin partagé, en effet, oui, qui est découpé, divisé en parcelles en fait. D'accord, et donc tu nous parles dans tes podcasts de ce jardin partagé avec les voisins. Tu fais tes petits commentaires d'ailleurs dans les podcasts, j'ai eu l'occasion de pouvoir les écouter. Et donc d'où est venue cette idée de parler de ce jardin partagé et quand est-ce que tu l'as fait ? Oui, alors c'est ce que j'appelle une mini trilogie documentaire puisqu'effectivement c'est 3 podcasts qui s'écoutent comme un tout. J'ai préparé ça pendant le confinement. Et en fait l'idée est partie de 3 points en particulier. Déjà, j'avais toujours eu une curiosité sur l'histoire de cet immeuble et du jardin, et je voulais rendre compte de ça dans l'intimité du jardin partagé. Puis c'est un endroit, le jardin, où je passe beaucoup de temps et qui a été assez salvateur pendant cette période du confinement. En fait, en filigrane, ces podcasts parlent de mon expérience du confinement, qui a été une expérience assez douloureuse, comme pour beaucoup en fait, assez difficile. Il paraît même que ça s'entend dans ma voix, dans les podcasts, et voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe en filigrane. Et puis il y a eu une troisième chose qui a fait que j'ai eu envie de faire cette série de podcasts, c'est d'avoir retrouvé en fait un vieux dictaphone analogique, puisque je me sers dans cette série de podcasts de 2 dictaphones, enfin un dictaphone et un enregistreur. Donc c'est vraiment les moyens du bord, c'est ce que j'ai trouvé en fait pendant le confinement, ce que j'avais sous la main. Un dictaphone avec cassette ? Oui, c'est ça. Ah, c'est génial. Oui, c'était une chouette découverte. J'avais oublié que j'avais ça. Pourtant, je l'ai depuis assez longtemps, mais je l'avais pas utilisé depuis des années, en fait. Donc, t'as enregistré avec ton dictaphone, et après, tu as remis ça en format numérique, tu as fait le montage. Oui, c'est ça, oui. C'est un sacré travail, quand même. C'était rigolo. Et ça, c'est vrai que les dictaphones ont un grain particulier. Et puis, il y a des années de ça, quand je l'utilisais, j'adorais. Enfin, ça me rendait folle, cet outil. Il était vraiment, c'est unique, en fait, d'avoir un petit matériel comme ça. Et là, j'ai vraiment eu envie de le réutiliser. Donc, dans la reprise, donc c'est le nom de ce projet documentaire, on entend le grain d'un vieux dictaphone, notamment. On entend aussi les chants d'oiseaux, tout ce qui se passe d'organique dans le jardin. Alors, sans révéler ce qui se passe, puisque là, on va les entendre, tu parles avec combien de voisins ? Alors, j'ai fait, on pourrait appeler ça comme ça, un entretien par épisode. Donc, il y a 3 épisodes, donc 3 voisins. D'accord. On va écouter le premier, alors. Avec plaisir. Bon, c'est parti, on écoute le premier. Je sais qu'il y a un trésor dans l'une des parcelles de pièces d'or, mais je sais pas où il est, et de toute façon, si je savais, je te le dirais pas. Je vais rejoindre un faux voisin dans le jardin. Je dis faux parce qu'il loue son appart ici, mais en même temps, il vient aussi très souvent. Je suis assez fébrile parce que j'ai beaucoup d'impatience à parler avec lui. Je sens qu'il connaît des secrets, qu'il a la mémoire de quelque chose, et donc j'ai beaucoup d'attentes. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'il le sente en fait. Oui, c'est de soulever la terre, le trésor. Non, c'était marrant, quand j'ai fait les fondations de cette baraque qui est sur pilotis, j'ai creusé profond, et de voir des boules de houille, mais beaucoup de boules de houille, quoi, vraiment. Donc ça veut dire qu'à l'époque, les mecs se chauffaient au charbon et se faisaient livrer, je sais pas, par tonne du charbon, et il n'y avait pas que la parcelle sur laquelle je suis qui était pleine de ça, quoi. J'ai eu peur qu'il refuse d'être enregistré parce qu'il est d'un naturel introverti, je crois.
parfois loquaces, parfois pas du tout. La caractéristique des timides qui parlent et qui se permettent d'aller vers des gens, voire même de les alpaguer ou autres, c'est qu'on se dépasse certains jours. Parce qu'il y a tous les jours où je parle pas comme un vrai timide et je me rapproche pas des gens, même que je désirerais découvrir ou connaître mieux ou autre. Alors me voilà dans le jardin. Je crois qu'il est déjà arrivé. Je m'entends parler toute seule. Je vais assez loin ou pas? En distance ? Ouais, ça dépend de tes postillons. Non, mais je suis pas vraiment en panique de ça. Moi, tu sais, je passe mes journées dans les jardins, là-haut, vers les murs à pêche, avec que des gens qu'on a marre de se faire enfumer par les informations, quoi. S'il y a des morts, c'est parce qu'on les guérit pas, hein, c'est pas pour autre chose. Hein. Généralement, quand il est là, il est en train de bricoler. Oui, il est en train de bricoler. Je change de guidon pour un gars qui veut un VTT que j'ai vendu il y a pas longtemps. Avant le confinement, en fait. J'ai besoin d'avoir les mains occupées sans cesse. Et j'aime pas faire le jardin ni la cuisine. J'ai acheté au printemps 93. Je venais d'avoir ma 3e fiche de paye de fonctionnaire. Et avec 3 fiches de paye, on a le droit de demander un prêt. Donc c'était des prêts à 10% à l'époque. Hein, mais la vie était moins chère aussi. C'était 1 500 € du mètre carré à Montreuil. Donc j'ai remboursé assez vite cet appart. Et c'est quoi la question ? Comment c'était le jardin ? C'était inaccessible pour aller jusqu'à chez moi, jusqu'à cette parcelle-là, disons. Il fallait un débroussailleur. Moi, sur les 25 mètres qui sont là, j'ai quand même enlevé 5 arbres. Donc on l'a amélioré, rangé, et puis après surrangé, puis après surprotégé. Puis maintenant, on a réussi à mettre 20 barrières ou 15 barrières sur 20 parcelles. Moi, je pense que les frontières, faut les laisser ouvertes, mais voilà. Ce qui m'intéresse dans le statut un peu particulier de cet espace-là, qui fait plus de 300 mètres carrés, c'est qu'on en a seulement, selon les textes, la jouissance exclusive et particulière. Et ça, c'est comme le terme habité. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on en jouit exclusivement et particulièrement ? Je me rappelle plus du tout la première fois qu'on a parlé ensemble, ou quoi que ce soit. Est-ce que habiter, c'est dormir dehors ? Donc est-ce que les migrants habitent leur tente ? Est-ce que habiter, c'est avoir une boîte aux lettres, de l'eau chaude ? Je sais pas ce que c'est habiter. Moi, je considère pas habiter ma cabane, mais ça m'est arrivé souvent d'y dormir l'été. Après, je pense que l'ensemble d'entre nous, par la manière dont on vit le jardin, on l'habite. Mais je sais que ce qui m'a toujours touchée chez lui, c'est qu'il semble porter quelque chose de douloureux. Et pourtant, il est du genre à écrire « Joyeux matin » à la place de « Bonjour » sur un SMS. Et je le dis parce qu'on m'avait encore jamais dit ça et on m'avait encore jamais dit joyeux matin et j'ai bien aimé. Quand j'étais assez jeune, je crois encore mineur, je trouvais que tout était relatif. Donc à un moment, je me disais tiens, ça serait marrant de marquer ça sur sa tombe. Mais j'avais peut-être 17 ans et depuis, je crois déjà que j'aurais pas de tombe. Enfin, j'en suis même sûr. Et sur l'urne funéraire, je pense que je serais assez d'accord pour que rien n'y soit mis. Et voire même que personne vienne, mais bon. Je suis comme bien souvent sur un escabeau. Un besoin de prendre de la hauteur un peu. J'ai passé plus de 10 ans à l'université à théoriser des choses, à manier des concepts, à les organiser et tout ça. C'est super de théoriser les choses et de, justement comme un timide, de présumer de comment on fera le jour où on sera grand. C'est toujours la même question du souvenir du passage à l'enfance, enfin de l'enfance vers autre chose. Quand je suis sur cet escabeau, je suis presque un arbre. Et il y a un moment où ça devenait assez clair que j'allais pas faire la thèse. Et quand j'en ai parlé à mon prof et qui m'a essayé de me demander quelle était mon intention et pourquoi j'arrêtais tout d'un coup, c'est qu'à cette époque-là, je voulais monter à 5000 mètres, donc en l'occurrence en Himalaya, parce que je connais pas d'autres endroits. Et je regrette pas. Et surtout, j'ai mis en pratique pas mal des notions qui étaient déjà en bouleversement dans ma tête. Par exemple, je parlais d'un point de vue théorique de nomadisme. Alors on peut écrire sur le nomadisme, mais je pense que le meilleur moyen de le vivre, c'est de l'être.
C'est pour ça que j'arrive plus à me sédentariser nulle part, que je change de coloc sans cesse et que mon seul point d'ancrage, c'est un camion. Je pense que j'ai eu le virus et que ma mère aussi l'a eu et qu'elle me l'a repassé et que aussi par tous ces voyages dans des conditions un peu limites, on s'auto-immunise, ou je sais pas comment on dit, et que plus on reste confiné, moins on se confronte à la réalité, pas seulement la réalité du virus, la réalité de la vie, et que ça fragilise. Mon père, il était comptable et ma mère, elle a bossé très jeune dans la couture. Elle arrivait de la région de Troyes. Mon grand-père est né au Vietnam parce que son père travaillait pour la poste en Indochine. Mon père, il parlait pas, donc j'ai su 1 an avant sa mort que mon grand-père était né là-bas. J'ai vraiment pas grand-chose d'éléments qui me permettent de reconstituer quoi que ce soit de l'Asie, quoi. Cette nuit, j'ai rêvé d'un passeport que je ne trouvais pas, d'une valise un peu trop stressante à faire, d'un train à prendre pour aller aux États-Unis, je crois. Les États-Unis, c'est censé être la métaphore de la liberté, comme quoi on peut être uni et libre. Ça fait plusieurs années que ça me démange de retourner en Asie, je pense. Après, avant l'épidémie, là, ça me démangeait bien de voir un peu les îles où on fait se cumuler les migrants qui arrivent un peu de partout, mais notamment d'Afghanistan et autres. Et donc je projetais peut-être même avec d'autres amis qui ont des camions d'aller en Grèce. Je dis pas que je vais pas le faire, mais c'est peut-être compliqué en ce moment, je sais pas. J'avais compté que j'étais passé dans 300 villes de 35 pays. Alors il est bientôt réparé ce vélo ? Il est presque, merde. Tu m'as dit une fois que c'est toi qui avais élagué le poirier qui est devant toi et qui est derrière. Qui est magnifique en ce moment, ouais. Au début de la quarantaine, il y avait des bourgeons. En quelques jours, c'était des fleurs blanches magnifiques. À ceci près que j'ai découvert que les fleurs de poirier, en fait, sentaient très mauvais. Et puis, ça a tenu 3-4 jours et là, il y a un tapis de pétales blancs par terre. C'est très éphémère, c'est un moment très éphémère. Chaque année, évidemment, c'est beau. Ah, ça, je sais pas s'il était là au début de l'immeuble, ça. Mais tu peux monter dedans et avoir une énorme branche qui casse sous tes pieds. Donc moi, j'ai pas énormément confiance en lui, pas en tant que donneur de fruits, mais plus en tant que solidité structurelle, quoi. Après, je te dis, je m'intéresse plus aux humains qu'aux animaux ou aux végétaux dans la vie. J'ai retrouvé ce dictaphone au début de la quarantaine. C'est comme un vieux copain que je retrouvais. En fait, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Et j'avais jamais réécouté mes petites cassettes. Bon, il y a pas grand chose d'intéressant dessus, mais je crois que c'est lui qui m'a donné l'élan. C'est comme s'il avait donné un peu sens à cette quarantaine. Elle a tellement été sujette à discussion, cette cabane. Et en dehors des pilotis, je l'ai verni, je l'ai monté planche par planche, j'ai fait le toit. Enfin bon, voilà, c'est-à-dire que je la connais par cœur, je sais où passent les fils, où va l'électricité, tout ça. Et que autant ça me pose aucun problème de vendre mon appart au prix du marché, autant même si ça vaut pas plus de 1000 balles à l'époque où je l'ai acheté, donc sans doute moins vu qu'elle a 10 ans, je la laisserai pas là où elle est, quoi. Donc si je quitte l'Île-de-France, je mets une tonne de bois dans le camion, quoi. Cette cabane qui a été beaucoup reprochée, en fait, il y a toujours eu un cadenas à code dessus parce que si toi ou quelqu'un me dit que tu as perdu les clés de chez toi et que c'est l'hiver et qu'il pleut et que tu m'appelles moi, je te donne le code et tu dors au chaud.
Mais apparemment, ça plaît pas que je laisse des choses en accès libre. Mais pourtant, je crois pas que ce soit une erreur. On est un certain nombre dans l'immeuble à avoir acheté dans les années 80. On avait tous, je sais pas, entre 20 et 30 ans, quoi. On a eu des moments différents, ouais. Plus ou moins bons. Certains de plus en plus mauvais, mais pas tous. Moi, j'ai pas vraiment de... Comment dire ? Si on veut être fâché contre moi, on peut. Si on veut arrêter d'être fâché, on peut. Si on veut plus se fâcher du tout jamais, on peut. En fait, je m'en fous. On a tous plus ou moins été attendris par Jacqueline Tissot, qui était là dans les années 50 et qui me racontait, quand j'ai acheté moi début 90, que quand elle était plus jeune, à l'époque où son mari était encore en vie, ce qu'elle aimait bien le soir, c'est ouvrir sa fenêtre pour voir les vaches passer, parce qu'il y avait une ferme au bout de la rue. Et ça, c'était il y a 60 ans peut-être. Il y avait des vaches au bout de la rue ? Il y avait une grande ferme au bout de la rue et semble-t-il, si elle descendait le bas de la rue Arago tous les jours, les vaches, c'est que j'imagine qu'il y avait aussi sûrement des champs vers le haut de la rue, puisque si elles rentraient à l'étable le soir, c'est qu'elles allaient brouter dans la journée, quelque part. C'est quoi ton souvenir le plus marquant dans cet immeuble ? Bon, je t'en mets deux, un bien, un pas bien. C'est vrai que le jour où j'ai reçu une lettre me demandant de ne pas me laver les dents dans le jardin, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous vous occupez de votre cul quand même tous ? Et puis après, j'ai un souvenir assez marrant, c'est que une année, à l'époque où il y avait encore des arbres partout et c'était vraiment le bordel dans le jardin, on avait décidé de faire une vidéo. Et donc j'avais invité plein de gens et je leur avais demandé de venir avec un objet qui rappelait un de leurs souvenirs d'enfance. Ils racontaient un peu ce qu'était pour eux cet objet. Et c'était un bon souvenir parce que c'est sûrement suite à cet après-midi-là que je me suis dit que quand même le jardin, il avait largement plus d'intérêt que l'appartement. Et au fil des années, peut-être 4-5 ans avant que je fasse la cabane, je me suis dit que j'allais l'investir ce jardin. Pas juste à faire un barbecue un soir, mais faire ce que j'ai fait finalement, quoi. Moi, c'était une époque où j'éditais des souvenirs d'enfance. J'essayais de me rappeler de ce qui m'avait marqué dans ma vie et de le formuler un peu avec les mots que j'avais à cette époque-là, donc des souvenirs d'enfant avec des mots d'enfant. Et voilà, et comme c'était une question rémanente pour moi, de savoir à quel moment on a arrêté d'être un enfant ou commencé à être un adulte, ou ce passage-là. Bizarrement, j'ai fait de la vidéo, tu vois, à une époque, mais c'était pas pour garder des traces de ce que j'ai fait, de là où j'étais. C'était plutôt des films un peu expérimentaux, bizarres, bon. C'était des scénettes qu'un sale gosse qui s'ennuie aurait fait le mercredi après-midi. À l'époque, je disais que c'était des phases de 6 ans, parce que j'avais été, je sais plus, 6 ans ceci, après 6 ans cela. J'ai voyagé 6 ans, par exemple. Ça a plu parce que c'était le début des années 90 et les gens montraient pas trop de vidéos à l'époque, donc j'avais rien contre le fait de continuer, sauf que j'avais plus les idées qui venaient dans ma tête et que je voyais pas comment on pouvait se forcer à avoir des idées de films. Après, ce qu'on dit aussi, Boyce le disait, c'est que on n'arrête pas d'être artiste, on l'est, et puis on arrête de pratiquer ou de produire ou de montrer. L'esprit artistique, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas la vision singulière sur le monde, oui, ça je pense que je l'ai. Après, soit elle se retrace par des discours, comme on fait là, par des images, par des performances, par de la danse, par ce que tu veux, mais... T'as pas reconnu ça, va? Et le public en folie, de plus en plus nombreux. Fly me to the moon, let me play among the stars. L'autre jour, c'était vers fin mars. On était dans le jardin avec Jimmy et on s'est fâché très fort en fait. Let me see what spring is like on Et à un moment donné, j'ai regardé par terre et j'ai aperçu deux trèfles à 4 feuilles. 2 d'un coup. Je me suis dit, tiens, c'est un pour chacun. Tu vois, dans une relation de couple, imagine. De la violence, des disputes, un machin. Moi, c'est pas de l'autre dont j'ai peur. Précisément, c'est de moi-même. C'est presque étrange de dire le présent avec un vieil appareil. Si seulement il pouvait dire un peu du futur.
le fais correct, les feuilles. Tu les fais vraiment à chaque fois que tu sors, humeur, machin, tac. Je fais au crayon papier, je crois qu'il faut pas. Non, moi aussi depuis quelques jours je le fais au crayon papier, mais j'ai un pote qui m'a dit « Ah, moi je me suis fait choper au crayon papier ». Je comprends même pas pourquoi c'est un problème. Je crois qu'il faut juste pas chercher à comprendre et éviter les 50 €, mais il n'y a pas de logique. Let me sing forevermore. You are all alone, for I worship and adore. In other world, please be true. In other world, I love you. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. All you wanna know for all I worship and adore. Un truc comme ça. Pas mal. Tu chantes super bien. Hein. On est bien. On a de la chance. C'est vrai que niveau confinement, on n'est pas trop mal. Donc Émilie, on vient d'écouter le premier épisode de cette mini-série de podcast où tu es en conversation avec S, un de tes voisins. C'est ça. Mais le nom de cette série, La Reprise. Pourquoi exactement La Reprise? Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire en fait derrière ce mot. Déjà, il y a un livre d'un philosophe danois qui s'appelle Søren Kierkegaard. Là, on est dans les années 1800 à peu près. En fait, c'est un ouvrage qui d'abord a été traduit par le mot répétition, et en fait, on a choisi ensuite la reprise parce que, en fait, justement, l'auteur explique que ce n'est pas une répétition, c'est un renouveau pour lui, la reprise, c'est-à-dire recommencer le réel autrement. En fait, c'est un peu l'idée. Et pour que, toujours dans cet ouvrage, pour que la reprise soit quelque chose de créateur, on passe nécessairement par une notion d'épreuve. C'est ce que, par analogie, pour moi, c'est le confinement, en fait. Donc une notion d'épreuve et puis un temps de mûrissement, d'intériorité. Ça, je pense qu'on l'a tous expérimenté pendant le confinement, clairement. Tout à fait. C'est ça. Donc, dans ce petit travail documentaire, il y a une mise en abîme. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois une reprise personnelle et donc l'expérience de mon épreuve, entre guillemets, et puis il y a aussi l'expérience d'une épreuve universelle, puisqu'on l'a tous vécu. Et disons que, en fait, après le confinement, il y a à la fois tout et rien qui a changé. Donc, c'est ce que ce philosophe appelle un changement dans le même, en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler un changement dans le même. C'est d'ailleurs le sous-titre de mon petit projet. Donc je pense que sur ces podcasts, on se fait tous témoins en fait de notre époque, de cette épreuve qu'on a vécue tous ensemble. D'ailleurs, cette époque, pour moi, elle est hyper philosophique dans le sens où elle est liée au doute, à l'incertitude, etc. Après, de manière beaucoup plus concrète, prosaïque, je sais pas, de manière beaucoup plus simple, la reprise aussi, ça me fait penser à ce mot qu'on utilise généralement au mois de septembre. À la rentrée, on dit c'est la reprise, quoi. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que généralement, c'est un moment qui est accompagné d'une mise à plat, un petit peu, ou d'une remise en question. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du changement intérieur, en fait, mais dans un quotidien qui est déjà là. Donc, encore une fois, on est dans cette idée d'un changement dans le même. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je trouvais intéressant d'appeler ce travail La Reprise. D'ailleurs, le bouquin, je le lisais en parallèle. Et puis voilà. Après, pour d'autres raisons, ça me parle aussi. Par exemple, c'est un mot qu'on utilise généralement à la fin de séances de thérapie comportementale, à la fin de séances de relaxation. Quand on clôt une séance, on appelle ça une reprise. Un beau concept, un très beau concept. Donc, on va écouter le deuxième épisode et puis on en reparle un petit peu après. Donc, le deuxième épisode qui est avec Mousse. Avec Mousse, un de tes voisins. À quoi ressemble ce jardin ? Alors, il y a une allée centrale, en fait. Et sur les deux côtés, c'est découpé en parcelles. Certaines sont complètement en friche, un petit peu laissées à l'abandon. Et d'autres sont un peu plus travaillées. Il y a parfois des potagers, etc. En fait, je sais pas si ça te fait ça, toi, le confinement. Si moi, je vais à la salle, là. Je vais 2 fois par semaine à la salle et 1 fois à la piscine. Ça fait 4h30 de sport et là, je fais 10 étirements. C'est pas la même chose. Dans la salle, tu fais un peu la course, tu fais un peu de muscu, tu fais de la respiration, la piscine, tu nages. Ton corps est délié, tu vois. Alors que là, je sens que... Et ça me fatigue, c'est incroyable. Ça va si je me mets comme ça ? Très bien. Même là, tu t'assois tranquillement, ça va. Enfin, on est à 2 mètres quand même là. Quand je lui ai parlé de mon projet par message, il a juste écrit c'est une bonne idée. Alors il y a un côté encourageant, c'est sûr,
mais je me demande bien pourquoi il juge que c'est une bonne idée. Je lui demanderai. Je trouve que déjà, dans notre immeuble, on a une chance inouïe. C'est déjà, on arrive à parler. Je trouve que quand on parle, il n'y a plus de violence. Et donc, le fait que toi, tu fasses cette démarche-là pour retracer l'historique de l'immeuble et comment ça se passe, ça participe à cette démarche-là. Et je trouve ça très bien. Pendant le confinement, des voisins nous ont prêté leur appart. Il est plus grand que le nôtre et c'est là où je travaille en ce moment. C'est aussi juste à côté de chez Mousse, qui habite tout en haut de l'immeuble, au 4e étage. Là, on a rendez-vous à 18h. Je vais descendre avant lui et m'installer sur la petite table qui est dans sa parcelle, au fond du jardin. Bah déjà, c'est très beau. Au fait, c'est pas que j'aime pas mettre la main à la terre, c'est que je faisais avant. Mais malheureusement, j'ai un problème de santé. Et l'année passée, le docteur, il m'avait dit, écoutez, si vous pouvez éviter, ça serait bien quand même. Voilà. Donc, et aussi pourquoi je ne vivais pas beaucoup au soleil, parce que je prends des antibiotiques. À vie, malheureusement, il m'a dit, il ne faut pas se mettre au soleil. Tu peux te mettre de temps en temps comme ça, mais il m'a dit, il ne faut pas beaucoup se mettre au soleil. En fait, c'est plutôt des contraintes. Et aussi parce que je ne sais pas faire, aussi. Mais si j'apprenais à faire, je crois que je ferais. C'est pour ça que ça ne me dérange pas, par exemple, de participer. Un jour, on a tout retourné, on a fait plein de trucs, mais j'ai tout fait. J'ai coupé les trucs, mais j'aimais bien. Mais je ne sais pas faire, parce que quand j'étais petit, nous, c'est la plage, c'est pas la campagne. En 92, quand je suis arrivé, il n'y avait pas ça. Et en plus, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai partagé mon jardin avec Pascal, et Pascal, il savait très bien jardiner, donc c'était grand, c'était agréable, c'était un ami, donc je venais quand même. Mais là, je trouve que depuis que Elio, Francesco sont partis, je trouve que les jardins se sont dégradés un peu. Voilà. D'ailleurs, c'est le mien et un des rares où il n'y a pas de cabanon, on n'est rien du tout. Parce que je veux garder, on a un jardin, c'est pas pour faire des cabanons. Enfin, je respecte les gens, chacun fait ce qu'il veut dans son domaine privé. Là, c'est privé, il le fait. Mais moi, je ne suis pas d'accord, et je veux le dire. Je ne suis pas d'accord si on a un jardin de l'abîmer comme ça. Mousse, c'est quelqu'un de très affable, avec un rire sonore. Moins, c'est mieux. C'était notre devise. Par exemple, quelqu'un va se mettre devant toi, dos à toi. Et tu lui dis de fermer les yeux, et de faire confiance, et de reculer pour que tu l'attrapes. C'est hyper simple. Mais le fait de faire ce geste-là, il y a un truc qui sort quand on danse. La personne est concentrée et elle te fait confiance. Grand plié, tendu. Les gens qui dansent, je pourrais être leur grand-père, au fait. Je ne vais pas faire les sauts avec des gamins, ce serait ridicule. Si, comme je t'avais dit, je prends juste la barre. Les cours en danse, elles sont composées en 3 parties. La première partie, c'est la barre. Le milieu, ça dure à peu près une demi-heure. Et après la variation et les sauts. Demi-plié, grand plié, tendu, aller en avant, aller en arrière. C'est comme les gammes pour un musicien. En seconde, demi-plié, grand plié, remonter, aller côté, 4e position, demi-plié. Et quand tu danses, on te dit toujours, ne va pas au-dessus de ce que tu peux faire. Peu importe dans une compagnie qu'il y a quelqu'un qui a la jambe là, nous parle l'opéra, nous, la jambe là, on s'en fout. Le plus important, c'est la justesse de ton mouvement. Voilà, la barre, c'est une préparation pour faire le milieu. Et le milieu, alors, qu'est-ce que c'est ? Le milieu, c'est vraiment de la danse. Tu bouges, tu fais les mouvements. Et les sauts, c'est parce qu'il faut sauter, on saute dans les spectacles. Et en plus, les garçons, on faisait de la musculation parce qu'il y avait beaucoup de portée. Énormément de portée. Généralement, c'est les filles qui ferment les yeux et qui tombent sur les garçons. Est-ce que tu t'es déjà blessé ? Ah oui, les métatarses, là. Et un jour, je suis allé chez le rhumato. Il m'a fait faire des radios. Il m'a dit, mais monsieur, vous avez fait un travail de force, vous ? Je lui ai dit non, je suis des danseurs. Il m'a dit, vous avez porté beaucoup ? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, c'est ça. Donc ça, tu vois, ça c'est une blessure, mais qui va durer toute ma vie. Mais c'est pas grave. Si j'avais fait rien, j'aurais mal au dos ou mal quelque part. J'ai dansé professionnellement de 22 à 43 ans. J'ai toujours gagné ma vie. Et même relativement bien parce qu'on est intermittent, donc j'avais et les salaires et les acidiques, tu connais ce système. Donc ça m'a permis en grande partie d'acheter mon appartement quand même. On gagnait correctement de vie, mais nous n'avions pas les moyens d'acheter à Paris. Donc, une grande partie des danseurs de l'époque, dont des amis qui sont encore là, nous avons acheté à l'époque parce que ça coûtait pas cher, mais vraiment pas cher. Et comme nous étions des intermittents, c'était difficile d'obtenir un prêt. J'ai sauté sur cette opportunité parce que je savais que ma situation de danseur allait, plus je vieillissais, plus je gagnais moins. Je me suis dit, c'est une protection. Bon, pour être honnête, j'ai un frère qui a un peu d'argent qui m'a aidé. Voilà. Qui n'est pas en France, qui est au Maroc, mais qui a bien gagné sa vie. Et c'est une tradition familiale, au fait. Grand plié. Il y a un va-et-vient entre les frères et sœurs et les parents, tout ça. Demi-plié, hop, rond, 5e position. Si, je vais être Casablanca, moi. C'est pour cela que
comme les gens me disent, mais quelle langue étrangère vous parlez? Je leur dis le français, déjà. Parce que moi, j'ai commencé à apprendre le français à 12 ans. Quand je suis né, il n'y avait pas beaucoup d'habitants au Maroc. Il faut comprendre, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que quand je suis né, il y avait 9 millions d'habitants au Maroc. Maintenant, il y a 35 millions. À Casablanca, qui est une ville magnifique, il y avait 200 000 habitants. Là, il y a 5 millions. Donc, ils sont devenus une ville moche parce qu'ils ont construit partout. Mais quand j'étais petit, Casablanca, mais c'était le rêve. 9 mars 2020. J'ai rêvé que je me pointais à la fac, à l'accueil, dans une fac que je connaissais pas. Mon école était à côté de la plage. On sortait, on jouait, on allait nager et tout ça. C'était formidable. Et moi, je faisais de la danse. Ils ont lancé un système de bourse pour ceux qui voulaient partir. Et moi, donc, j'étais pris dans un conservatoire français. Et on me disait que mon inscription n'était pas effective, que j'étais sur liste d'attente. Mes parents n'auraient pas vu d'un bon oeil que je sois danseur. Ce qui est normal, par rapport à l'époque et par rapport à l'éducation de ce pays. Donc, je ne dis pas que c'est normal dans l'absolu. Et moi, j'étais au cours de sport. Et tous les ans, un professeur, Monsieur Branca, je me rappelle très bien, devait choisir un garçon et une fille, parce c'était pas mixte, mais un garçon et une fille pour aller au conservatoire de Casablanca. Et moi, au sport, personne des garçons ne voulait y aller. Et on faisait des baskets, je me rappelle très très bien. Et moi, j'ai poussé un garçon, mais il n'a pas fait exprès en plus. Et il m'a dit, Éclil, cette année, tu vas au conservatoire. C'était presque une punition. Mais mes parents ne pouvaient pas refuser. Donc, en fait, ce qui paraissait un problème, c'était très bien pour moi. Mais sur le coup, je l'ai très mal pris. Je ne voulais pas y aller, moi. Bon, j'étais avec un bon prof à Casablanca, très très bon. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de danseurs, mais lui était très très bien parce qu'au fait, il ne travaillait pas sur la technique. C'est très bien. Je trouve que c'est bien de ne pas travailler sur la technique au début. Je trouve que c'est bien de mettre les enfants à travailler sur l'imaginaire. Et du coup, par la suite, chaque fois que je travaillais, j'essayais de garder cette part d'imaginaire, en fait. Toujours, je me disais, fais attention, la technique, c'est qu'un moyen, c'est pas le but. Après les ronds de jambes, après, au fur et à mesure, on monte en gamme. Ça te prépare à être complètement chaud pour après pouvoir bouger au milieu sans te faire mal. Parce que tu travailles sur des déséquilibres. Tu sais, au Maroc, surtout à l'époque, on vivait très simplement, hyper simplement. Au fait, les Marocains de l'époque, c'était des gens qui pratiquaient la méditation sans se rendre compte. Mais c'est vrai, hein, parce que moi je voyais ma mère, il s'énervait jamais, alors qu'il avait beaucoup de tâches à faire. D'ailleurs, elle me disait souvent, tu dis, mais tu vas finir ça quand? Il m'a dit, le temps que ça demandera. Parce que ça, c'est vachement bien. Je me rappelle tout ça, mais rétrospectivement, en fait, je comprenais pas au début tout ça. Et moi, donc, quand j'étais petit, je pensais que j'allais étudier, travailler, me marier, avoir des enfants. Et ça s'est pas passé comme ça, mais c'est pas grave. C'est vraiment ce que je pensais. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ma famille, tout le monde est relativement marié, des enfants, voilà. Et c'est pas ton cas, du coup. Comment? Ce n'est pas ton cas. Ah non, mais je l'ai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas mieux que les autres. C'est différent des autres. Il n'y a pas de hiérarchie. La première fois qu'on a visité, déjà on s'est fait accueillir par un gros chat, Pookie, qui était un peu le chat de l'immeuble à l'époque. Il nous a ouvert la marche jusqu'au 3e étage. Toi, depuis quand tu es ici? Quelle année? 13. Ah oui, d'accord. Oui, ça fait déjà pas mal, hein? Oui, 6 ans. Et puis bien sûr, il y a le jardin. Un petit coup de foudre. Imagine, ça, grand jardin avec des arbres. L'école qui est là-bas, là. Grand espace avec des arbres. Pas de construction. De chez moi, je voyais le zoo de Vincennes, il y a un dôme. Enfin, j'en voyais ça, je le voyais. De chez toi, tu pouvais voir la place de la République, le jardin qui est la place de la République. Maintenant, on le voit plus. Les jardins étaient un peu plus sauvages, mais c'était très agréable. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui venaient. Donc ce que tu me dis là, c'est qu'autour de notre jardin, il y avait plein d'autres espaces verts en fait. C'était pas des espaces verts, c'était des terrains vagues, mais avec des arbres. Parce qu'il n'y avait personne. Hein, là, cet immeuble n'existait pas à l'époque. Là, c'était une maison, là, à côté, d'accord? Quand la mairie a détruit tout, ils ont abîmé le bas de l'immeuble d'ici. Et je sais pas comment il a fait Francisco, mais il a obtenu 50 000 € de dommages et intérêts qu'on a mis dans la caisse de la copropriété. Et il y a plein de travaux qu'on a fait avec ces 50 000 €. C'est grâce à Francisco. Il a investi de son temps et de sa boîte pour... et ça l'énervait qu'il y a des trucs qui se font pas. C'est lui qui négocie avec les ouvriers, c'est lui qui surveillait les travaux. Il avait un rôle très important, Francisco, dans l'immeuble. Pas pour tout, pour la construction. Il était un peu chiant parce qu'il était agressif, tout ça, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu te souviens du quartier, de la rue? Ah, c'était... Moi, je préférais avant. C'était plus mélangé, c'était... Au fait, après réflexion approfondie sur les bobos. Alors, individuellement, peut-être qu'ils sont sympas, mais leur démarche profonde, elle n'est pas sympa.
J'ai un exemple très concret. J'ai un ami qui habitait ici dans l'immeuble. Il est né à Saint-Blaise. Un jour, son petit frère est venu dans le jardin. On lui a raconté un truc. Quand ils étaient petits, Saint-Blaise commençait à prendre un petit peu. Il y a les bobos qui sont venus. Et ben, ils ont fait une pétition pour que les gamins ne jouent pas en dehors. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils arrivent dans un quartier qui leur appartient pas. Où il y a des gens qui sont nés ici. Et ils veulent bouleverser l'écosystème du quartier. Et ça, je trouve ça pas normal. Heureusement que ces jeunes-là, qui étaient là, ils étaient un peu violents. Et heureusement qu'ils étaient violents. Ils ont imposé leur truc. Parce qu'ils ont dit aux gens, si vous continuez à nous emmerder, on va vous emmerder avec votre maison et vos enfants. Ce qui est terrible à dire. C'est triste. Mais s'il n'y avait pas cette résistance, eh ben, ils seraient éjectés. Au fait, face à l'argent et et au pouvoir qu'ont les gens qui ont de l'argent, la violence peut marcher parfois. Tu penses qu'il y a besoin de résister aujourd'hui? Complètement. Un truc, c'est anormal, mais immoral, mais dégueulasse, que dans notre immeuble, ça coûte 7 000 € le mètre carré. Je trouve ça pas normal. Moi, je préfère que ça baisse, franchement, parce que tout le monde peut vivre normalement et correctement. Et même moi, si je déménage, je pourrais. Il ne faut pas que je me dise dans ma tête, je ne peux pas vendre parce que je ne peux pas aller ailleurs. C'est quoi? C'est bloquer une société, ça. Et exclure les gens pauvres. Parce que ce qu'ils font là, ils détruisent par exemple un immeuble. Bah, tu sais très bien, ils détruisent un immeuble, ils disent aux gens, on va vous reloger, mais au nouveau tarif. Et après, ils vont te dire, mais on leur a proposé de les héberger. Mais c'est complètement hypocrite. Tu savais très bien que c'est des ouvriers qui gagnent le SMIC. Tu leur demandes de mettre 1 200 € de loyer, c'est leur salaire. Le matin, le soleil donne sur la façade de l'immeuble côté jardin. Et cet immeuble, il est rose en fait, plutôt, je sais pas, vieux rose. Alors il y avait un cuisinier professionnel, Rico. C'est l'appartement où habite maintenant Alba. Après, petit à petit, le soleil dégouline du début du jardin jusqu'au fond. Et il y avait Youssef qui habitait là où habite Annika maintenant. Alors c'est des gens qui sont... D'ailleurs, Rico malheureusement il a mal tourné parce qu'il boit beaucoup maintenant. Mais c'est des gens qui sont très populaires. Et ça, c'est le bon côté des populaires. Ils faisaient la fête, ils faisaient des grilles de sardines, et presque régulièrement, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Ah, mais c'était super. C'est dans ce jardin que j'ai entendu et écouté pour la première fois des escargots. La nuit, en été, quand il a plu, on les entend se mouvoir, on les entend avancer. La vie des quartiers, j'y crois pas beaucoup. Franchement, parce que je trouve que les bobos, de toute façon, ils s'enferment. De toute façon. Où ils restent entre eux, où ils ont un... Pas tous, bien sûr, je dis en général, comme moi je les vois, c'est que je trouve qu'ils ont un mépris de classe, pour être franc. Je n'oserais pas le dire si j'étais un bobo, mais ils ont un mépris de classe et que ce mépris de classe est très ancré. C'est pas un truc superficiel. C'est vraiment ancré parce que, malheureusement, beaucoup de jeunes Européens, je dis Européens parce que je vis en Europe, sinon ce sera la même chose dans le monde entier, quand ils ont un peu de moyens, ils sont arrogants. Et l'arrogance de la France, on la voit surtout maintenant. C'est un pays 5e puissance du monde, mais on n'a même pas de masque. Ça, c'est une très grande arrogance. De continuer à l'ouvrir, vraiment, c'est une très grande arrogance. Pour moi, je pense. Et ce qu'il y a de beau avec les escargots, c'est qu'ils ne reculent jamais. Tu vois comme quoi c'est complexe. Ce que j'ai critiqué tout à l'heure, c'est bien pour moi. C'est-à-dire que moi, je veux bien que les prix baissent. Mais le fait que je vais vendre mon appartement cher, ça me donne plus d'ouverture. Donc voilà. Mais en même temps, c'est ambigu, même moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'être humain, c'est ça. C'est la contradiction, la dichotomie au quotidien. Je veux faire ça, mais quand ça me concerne, comment ça se passe? Et donc, si je déménage, je ne sais pas où je déménagerai. En plus, j'ai une vie relativement agréable. Donc, si je meurs dans 30 ans, ce que j'espère, c'est tard, 30 ans, 92 ans, ce serait bien. Ça va, ce serait pas catastrophique. Tu m'as dit l'autre jour que tu aimerais bien vivre à Londres. Il y a beaucoup plus de propositions culturelles qu'en France. Il y a beaucoup plus de pubs et les gens sont beaucoup plus simples. Mais alors, tu ne peux même pas imaginer Émilie. C'est-à-dire, si la France est à 10, eux, ils sont à 2. Ils sont tellement gentils. Et il y a un truc qu'ils ont, et ça, c'est formidable, c'est le mélange des gens dans le même endroit. Vous allez dans un pub, vous allez avoir une femme qui a l'air d'une ouvrière, une femme qui a l'air bourgeoise, un punk, un étranger, un immigré... Et ça se passe bien. Et les gens, ils parlent avec toi, mais tu vois, ça se passe comme ça. Parce qu'ils vivent beaucoup dehors, ils sortent beaucoup. Et ça, j'adore. Et tu penses que tu y habiteras un jour? Tu sais, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais si c'est possible, oui, j'aimerais bien. Parce que là, je suis à une période charnière, c'est de ma vie. C'est que je vais partir à la retraite dans 1 an et demi, 2 ans, donc je ne sais pas comment je vais faire les choses. Ça dépend aussi de l'évolution de l'immeuble, ça dépend de plein de trucs. J'essaye vraiment, et de plus en plus, de me dire, il faut que tu vis dans le temps présent, parce que, comme dit tu connais Christophe André? Quand il parle de son cours de méditation, à un moment, il dit, il y a le passé, il y a le futur, ils sont très importants, mais le plus important, c'est le présent, parce que le présent est plus fragile.
Et c'est vrai. Et parfois, on est là, je suis en train de discuter avec toi, ça m'arrive très très souvent. Et je suis en train de penser à autre chose. Et chaque fois, je me dis, Mustapha, reviens à toi. Demi-plié. Tu es avec quelqu'un, tu parles avec lui. Tendu, aller en avant, aller en arrière. Ça, c'est en première. En seconde, demi-plié, grand plié, remonter, aller côté. Quatrième position, demi-plié, hop. Voilà. Donc là, on vient d'écouter le 2e épisode de cette trilogie avec Mousse, un de tes voisins. Donc dans ce jardin partagé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce jardin ? Déjà, il est très beau. Il fait à peu près 300 mètres carrés et comme je disais tout à l'heure, j'y passe beaucoup de temps. Ce que j'aimais bien avec l'idée de faire un podcast, un projet audio, on va dire, dans ce jardin, c'est qu'on a à la fois le côté intime de l'audio, dans l'intimité d'un jardin, pour parler en quelque sorte de l'intimité de vie, de vécu de mes voisins. J'avais envie effectivement de parler de ces liens humains et de savoir comment les gens vivent ce jardin en fait, comment ils habitent ce jardin, et notamment pendant le confinement d'ailleurs. Et puis Daniel, dont on va écouter le 3e épisode là, il a cette expression jolie. À un moment, il parle d'une enveloppe, une enveloppe de tellement de vie, de tellement de gens qui y sont passés, et il personnifie l'immeuble et le jardin qui va avec en fait. Je trouve ça assez joli. Il y a quelque chose qui est souvent revenu dans les personnes qui viennent nous visiter, c'est vraiment ce côté, on dirait qu'il y a une âme ici. Il y a quelque chose de très personnel, très personnifié. Et donc du coup, toi, tu as encapsulé cette enveloppe dans cette série de podcasts. Ouais, c'est ça, j'ai essayé en tout cas, mais il y a tellement de choses à écouter en fait dans ce jardin. Il y a les oiseaux notamment, mais il y a, comme j'en parle à un moment donné, il y a les escargots aussi, parce que les escargots produisent des sons. Et moi, pendant le confinement, j'étais complètement perdue comme beaucoup de personnes, et j'étais là dans mon jardin à enregistrer des sons, que ce soit le matin à 4h du matin ou en pleine nuit, parce que j'étais complètement déphasée, et voilà. Et ça m'a porté en fait. Ce projet m'a permis de garder le cap. Eh ben, on écoute le 3e épisode. On reprend après et on finira là-dessus. Merci Émilie. J'avais beaucoup de chats sauvages avant. J'achetais à bouffer pour les chats du jardin. Il y avait Dodo, Titi, c'était des chats sauvages. Je suis déjà dans le jardin là. Je vais rejoindre Daniel qui a accepté mon invitation de bon cœur. Il habite lui au rez-de-chaussée avec un accès direct sur le jardin. C'est l'enveloppe de tellement de vie, de tellement d'humanité, de tellement de gens qui sont passés. Oui, j'arrive. Super. J'arrive. 5 minutes. J'ai vu cet immeuble tout abîmé, qui avait besoin d'être aimé, reconsidéré. Il a été ravalé. Il a repris une allure fière. Ça en fait un humain quelque part. Il a vu traverser des générations comme les vieux arbres. Donc dans ce sens-là, oui, je pense qu'il a une âme, il a ses secrets. Je l'ai souvent vu faire sécher des toiles, des peintures à l'extérieur. J'ai commencé à travailler sur des radiographies d'abord, je sais pas pourquoi, mais ça me passionnait, l'objet, la transparence, peut-être parce que c'était en rapport avec le corps humain, je suppose. Alors j'ai exposé dans une galerie à 2 reprises, à Marseille, et puis maintenant je dessine et je peins depuis une dizaine d'années. C'est figuratif, c'est le corps, beaucoup. C'est des personnages toujours seuls, un peu paumés sur une toile. Je crois que le sentiment de solitude, de mélancolie est assez présent. C'est quelqu'un qui est toujours souriant, qui est assez discret aussi. Mais il y a quelque chose d'impressionnant qui se dégage de lui et finalement je le connais très peu. Oui, et ce qu'on appelle les marginaux. J'aime bien les mettre en lumière. Les différences, les personnes qui sont un petit peu pointées par la société. J'ai fait des travestis. J'aime bien les mettre en lumière, quoi. Les personnes ont dit de l'ombre un peu. Il y a quelques années, il faisait des promenades à pas très lents dans le jardin avec Jacqueline, une femme très âgée qui ne recevait, je crois, jamais de visite. C'était très touchant. Jacqueline, pour moi, c'était une copine. J'étais dans un rythme de travail frénétique, je suis un Parisien entre guillemets. Retrouver Jacqueline, c'est retrouver des valeurs
C'était, malheureusement. Elle me ramenait au ras des pâquerettes. Ça fait vachement de bien de se promener dans un jardin et d'avoir quelqu'un qui vous fait remarquer que tel légume commence à pointer le nez. Elle a connu un autre Montreuil avec des calèches, des charrues, des chevaux. Il y avait de la terre par terre, il n'y avait pas de goudron. Elle m'avait parlé d'un espèce de péage où les maraîchers, enfin, pour passer Paris, il fallait payer un truc. Bon, c'était une dame avec une apparence comme ça, on lui fait confiance, entre guillemets. Mais en fait, son métier, c'est qu'elle portait des bijoux. Et son job, c'était de transporter des pierres précieuses d'une bijouterie vers un tailleur de pierres. Et donc, elle avait avec elle sous son corset, ou je sais pas trop où, des fortunes. Et personne ne s'imaginait cela parce que c'était Jacqueline. Donc, voilà, son boulot, c'était ça. Parce que j'ai aussi souvent regretté de pas avoir pris du temps pour elle, pour la connaître juste un peu. Elle a un fils qui est mort d'un accident de moto à 20 ans et c'est quelque chose qui l'a énormément marqué, qui l'a vraiment traumatisée, qui fait qu'elle s'est un peu enfermée dans son monde. Il y avait des images de pape dans sa maison, de la Vierge Marie, et elle était très attachée à ce qu'on lui dise bonjour. Mais moi aussi, j'ai un côté vieille France à ce niveau-là. J'aime bien les petits signes d'humanité. Je crois qu'on a beaucoup besoin de ça. Un jour, elle m'a demandé de venir la voir et m'a aimablement fait comprendre qu'elle avait besoin de solitude. Puis elle avait une forme d'élégance, une certaine pudeur, beaucoup d'humour sarcastique quelquefois, voire cynique. Il y avait une vraie tendresse, enfin quelque chose de très fort. Enfin, moi, en tout cas, je l'aimais. Ça a été une substitution de mère ou de grand-mère, toute l'imago de la mémé. Voilà, je transférais sur elle, mais c'était très positif. J'adorais lui rendre service. J'avais pas le sentiment d'un devoir. Je la baladais. Le problème, c'est que quelquefois, on allait trop loin. C'est-à-dire qu'elle pouvait marcher, mais après, il fallait revenir, il fallait faire le chemin de retour. Et je me souviens de Jacqueline assise sur le chariot, parce qu'elle pouvait plus marcher, elle avait plus de force en fait. Et donc au lieu de avancer en tenant le déambulateur, on s'est organisé pour qu'elle puisse s'asseoir. Et ça faisait un bruit, mais un bruit incroyable. Et elle riait aux éclats. En fait, j'ai le souvenir de Jacqueline riant aux éclats, parce qu'elle pouvait plus marcher et qu'elle était portée par une espèce de carriole, par un monsieur derrière qui l'a poussée. On était mort de rire et je crois que tout le monde était, la rue de Paris était morte de rire aussi. Et tout le monde lui laissait place parce qu'on voyait que c'était une personne très très âgée et j'étais un peu le chevalier servant de cette vieille dame. C'est très très rigolo, j'en garde un bon souvenir. Voilà. Hier, on est allé ranger la cave. Activité de confinement. On a un peu l'impression d'être dans un film de science-fiction. J'ai l'impression que c'est pas réel, en fait. Maintenant, la réalité, c'est que je sais qu'il y a des morts et que dans les hôpitaux, c'est épouvantable. Voilà, donc c'est... Et il y a un voisin qui est descendu aussi, voyant que la porte était ouverte, pour regarder vite fait dans la sienne. Je savais que ce voisin était un ancien batteur. Finalement, c'est resté chez soi et nous, notre chez soi, il a un lien avec l'extérieur, donc on a vraiment de la chance. Il a ouvert sa cave et il m'a montré la batterie avec laquelle il a commencé à jouer. Et à côté, il y en avait une deuxième. Il m'a dit que c'était la batterie de Moriarty avec laquelle il avait joué, je crois, à la Cigale ou quelque chose comme ça. Il était... Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il va rejouer un jour. Mais en tout cas, il a 2 batteries dans sa cave. J'espère qu'on va en tirer des leçons. Je l'espère vraiment ardemment. Parce que je crois qu'on a une capacité d'oubli. Enfin, on oublie facilement. Et j'ai un peu peur que tout un système économique, libéral, se remette en place. On efface tout et on recommence, en gros. 14 avril 2020, j'ai rêvé qu'on était en voiture et que bizarrement on ne se rappelait plus qu'on était déjà passé par là. Redevenir telles qu'elles étaient en fait, et ça a quelque chose de triste. En fait, même on avait dormi dans un hôtel quelques années auparavant et on ne se rappelait pas qu'on y était déjà allé, qu'on était déjà passé par là. Plutôt que de penser au futur, on va revenir en arrière. Je suis arrivé il y a 28 ans. Et c'est le jardin qui m'a complètement... Enfin voilà, quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, mais c'est trop fantastique. Dès qu'on quitte Paris,
On est presque à la campagne, quoi. On a vraiment un sentiment de coupure. Paris, bon, c'est formidable, mais c'est le métro, c'est le stress, c'est un rythme soutenu. Et dès que j'arrive ici, j'ouvre mes volets et bon, voilà, quoi. C'est un autre monde. Il y a pas mal de gens qui travaillent dans le spectacle, dans les décors de cinéma. Ici, c'est Franck qui a fabriqué cette cabane en métal. Et ça a servi à un clip de la chanteuse C'est comme ça. La. Rita Mitsuko. Oui, voilà. Donc, si vous regardez un clip, il y a un des clips de Rita Mitsuko où elle est dans un truc très métallique. Et ça, c'est les bouts de ferraille qui restent. Franck a fabriqué ce cabanon. Cette année, je sais pas trop pourquoi, mais on a beaucoup plus d'oiseaux. C'est que c'est devenu une ville avec une identité qui est devenue séduisante. C'est calme, c'est beau. Il y a un rapport aux voisins aussi qui est différent. Nécessairement, le rythme est plus lent. Dès qu'on arrive à Montreuil, je crois, le tempo-rythme physique qu'on a change. Elles sont vraiment flamboyantes. J'ai commencé à Marseille, la danse, j'avais 12 ans. J'étais un garçon assez solitaire, je me sentais en décalage par rapport aux copains de mon âge. Et puis, j'étais pas très heureux. Et puis ma sœur a vu ça, elle m'a amené un jour chez un prof de danse. J'ai pris mon premier cours et le lendemain, je voulais devenir danseur. Voilà, donc ça a été un gros combat avec mon père. Mon père, parce que c'était pas un métier de danse d'homme. Ma mère, parce que c'était pas un métier tout court. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Donc après, je suis allé dans une école à Cannes, en internat. Et puis après, je suis rentré chez Roland Petit. Il est un peu oublié. Alors, c'est le mari de Zizi Jeanmaire. Zizi Jeanmaire a créé un grand morceau de musical, Mon truc en plume. Serge Gainsbourg a écrit la majorité énormément de chansons pour elle. Je pense qu'après Jane Birkin, c'est la personne pour laquelle il a composé le plus de chansons. C'était une danseuse de l'Opéra de Paris. Roland Petit avait une compagnie, le Ballet National de Marseille. Et c'est là que j'ai commencé, que j'ai eu mon premier contrat de danseur, entre 18 ans et 20 ans. Et après, à 20 ans, je suis rentré au Ballet National d'Amsterdam. C'est un peu comme le Ballet de l'Opéra de Paris. On était 100 danseurs. C'était une grosse machinerie. Samedi 18 avril 2020. On est le matin. Maintenant, ça a changé Amsterdam, mais il y avait un côté beaucoup plus 68 art, un côté un peu plus alternatif. Ça m'attirait, ça, en fait. Un besoin d'évasion, de liberté, de folie, peut-être. Et Amsterdam, c'était pile poil pour moi, quoi. Et donc, là, j'ai rencontré des chorégraphes formidables et voilà, j'y suis resté 10 ans. Je suis dans le fond du jardin, dans notre parcelle, qui n'est pas encore ensoleillée. La danse en compagnie, c'est dur. Ça a été difficile parce que c'est très compétitif quand même. Moi, je vivais ça très mal. On vous prête des réputations comme ça qui sont complètement fausses. Tout ça pour un peu vous descendre, c'est un peu dur à ce niveau-là. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté les compagnies. Et j'avais envie de picorer, d'être freelance, c'est-à-dire de danser, mais à droite, à gauche. Donc Paris, c'était bien pour ça, oui. La télévision, c'était parfait pour ça. Donc je faisais des trucs avec Michel Drucker et tout ça. Et c'était léger, c'était assez superficiel, mais j'en avais vraiment besoin. Tout est encore très calme, mais je crois que c'est un peu le calme avant la tempête. C'est sans doute une journée de vérité aujourd'hui. Si on dansait pour un chanteur, on n'allait pas danser pour un autre, parce qu'il y avait vraiment des espèces de rivalité, je ne sais pas comment appeler ça. J'ai auditionné aux Folies Bergères et j'ai eu un contrat, c'était fabuleux. Il y avait une espèce de cantine, vous savez, dans les plateaux de tournage, il y a toujours un endroit, un buffet où on se retrouve. Et donc il y a une dame qui arrive et puis qui prend un toast de je ne sais pas quoi. Cette personne progressivement est devenue Nana Mouskouri. En fait, c'était une personne qui est arrivée, mais elle n'avait pas de lunettes, elle n'avait pas de cheveux. En fait, il y avait tout un préparatif où elle préparait son image de Nana Mouskouri. C'est un truc qui m'a vachement marqué, c'est que la personne qui rentrait dans le studio juste au moment où elle allait faire le tournage, où c'est Nana Mouskouri, c'était comme une autre personne. On aurait dit que dans sa valise, elle avait tous ses accessoires avec les lunettes. Quelle transformation opérée en vous ? Qu'est-ce qui vous a fait tant aimer la danse ? Le défi de la construction d'une image extrêmement précise. Le contrôle du muscle, du moindre détail. J'ai l'impression que j'étais tellement un gamin largué. Le jour où je me suis retrouvé devant un miroir et un prof qui m'a appris à me tenir, à
à me fabriquer ne serait-ce qu'une apparence de dignité, de verticalité, ça m'a énormément aidé. Après, arriver à contrôler ça et à le donner à un public, à donner cette image qu'on s'est fabriquée, qui n'est pas réelle, parce que c'est de l'artifice, surtout la danse classique. Quand vous voyez des danseurs classiques, personne ne fait ça dans la rue. Enfin, il y avait la virtuosité aussi qui est extraordinaire. Quand on pousse le corps au bout de ses limites, progresser tout simplement, hein, ça s'appelle progresser. Donc voilà, je ressentais une euphorie, l'euphorie de sentir son corps, son souffle. On se sent tellement vivant quand on danse parce que le cœur bat très fort, on transpire, on est tellement dans ses sens qu'on existe pleinement. C'est très jouissif, c'est très agréable. J'étais très marqué quand je suis arrivé dans les conservatoires de Paris par des réactions de parents qui pensaient que pour danser, il fallait souffrir. Et moi, je suis pas trop là-dedans. Enfin, c'est pas comme ça que j'ai appris à danser. Enfin, il faut pas confondre effort et douleur, en fait. Voilà. Et je pense qu'en travaillant dans le plaisir, on peut progresser. Et en tout cas, j'ai touché du doigt que ça marche. Ça parle de confiance, mettre en lumière tout ce qui est positif chez un enfant et le faire progresser à partir de ça. Voir mes élèves décrocher des contrats dans des compagnies, voir des enfants en perte de confiance, retrouver leur confiance parce que je les ai aidés. Voilà, ça me rend heureux d'être utile dans l'équilibre psychique d'un gamin. Ça, pour moi, c'est super. Et qu'est-ce que vos élèves disent de vous ? Je crois que je les fais rire. Je passe pour un foufou hurluberlu un peu. Un immense merci à Roman Zepani pour le mixage, Julia Garcin pour la pochette, Adrien Paillet pour la musique et le chant sur l'épisode 1. Un merci ineffable à Olivia Villamy et Théo Boulanger pour leur soutien mémorable. Merci à S, Mousse et Daniel d'avoir accepté de partager leurs souvenirs sans hésiter, et tous les confinés d'Arago pour leur compagnie pendant ce confinement. Merci à Cécile, Arnaud, Fabien, Blanca, Maude et Marie pour leur grand cœur ouvert. Et puis pour nous, merci à Jimmy. Elles sont comestibles, les poires, pas vraiment. Hein. Si, on les mange. Réalisation et montage, Émilie Drujon. Ah ouais, d'accord. Le titre fait référence à l'ouvrage éponyme du philosophe Søren Kierkegaard. Quand l'idéalité et la réalité se rencontrent, alors surgit la reprise. Car ce qui est ensuite d'une autre manière. Alors on vient d'écouter le 3e épisode avec Daniel, donc de cette trilogie de podcasts. Et puis je crois qu'il y a eu une anecdote intéressante, personnelle. Tu peux nous en parler ? Oui, je peux en toucher quelques petits mots. En fait, c'est plutôt mignon. J'ai une amie qui a écouté ce projet et qui a reconnu, en fait, pas par la voix, mais plutôt par l'intonation, par la manière de parler, un ancien ami de lycée. En fait, donc c'est l'un de mes 3 voisins, un ami de lycée qu'elle avait perdu de vue depuis des années, et elle a reconnu son ton. Elle m'a dit un peu frondeur. Donc je vous laisse deviner de qui il s'agit, mais voilà, je trouve que c'est plutôt beau. Alors ils ne se sont pas revus depuis encore, mais c'est fou quand même. C'est-à-dire que voilà, je ne savais pas du tout que ces 2 personnes se connaissaient. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. C'est presque émouvant même. Oui, c'est touchant. C'est touchant. Et donc la suite, tu vas faire quoi ? Alors il n'y aura pas de suite audio à la reprise a priori, mais bon, qui sait, peut-être qu'il y aura un 2e confinement, je sais pas. Non, on n'espère pas. Mais cela dit, j'avais envie, comme je te disais en off tout à l'heure, j'avais envie d'aller voir peut-être dans les archives de Montreuil. Peut-être que je vais trouver des photos de ma rue, de notre rue, de cet immeuble, de ce jardin, qui sait. Et j'aimerais bien aller voir parce que c'est quand même un ancien jardin ouvrier. Et il y a eu beaucoup de vie, en fait. Il y a eu, beaucoup de vie. Oui, il y a certainement une longue histoire. Montreuil ayant une longue histoire, notamment avec les murs à pêche, etc. Où les 3/4 de Montreuil, avaient des murs à pêche. Il doit y avoir certainement quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. On suivra ça. Tu nous tiendras au courant. On va peut-être, il y a peut-être des personnes à remercier, à faire un petit coucou. Oui, tout à
fait des personnes à remercier, notamment Julia Garcin qui a réalisé le graphisme, donc l'illustration que vous pouvez voir sur SoundCloud, le SoundCloud de la reprise, et puis Roman Zepanik qui a réalisé la post-production, le mixage. Super, on les remercie, puis on va remercier surtout Omani Records qui nous accueille, qui est à Montreuil, dans les locaux de Comme vous et moi, au 5 rue de la Révolution à Montreuil. Et d'ailleurs, à même pas 3 minutes de mon jardin. Ouais, en plus. Voilà. Bon, merci Émilie. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À bientôt.